Bonjour à tous et bienvenue au matinal des EDC au sein de l'UCLI, que l'on remercie, qui nous accueille traditionnellement. Donc aujourd'hui en format digital numérique, et nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis accompagné d'Armel pour animer cette matinale. Bonjour Armel. Et sans tarder, je passe la parole au père Xavier Grégory. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voilà, je suis le prêtre conseiller spirituel des EDC pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je propose de commencer par un tout petit temps de recentrement. Chacun vient avec ses convictions, peut-être un peu ensommeillé ce matin, mais c'est l'occasion de se recentrer sur le temps présent qui nous est offert par notre Dieu. Je propose, si vous le souhaitez, de fermer les yeux et de prendre une profonde respiration. Merci Seigneur pour ce jour qui commence et merci pour tout ce que nous allons vivre ensemble maintenant. D'avoir vraiment un cœur ouvert à la rencontre. Bénis cette journée et tous ceux avec qui nous construisons ce monde, un monde que l'on souhaite tous meilleur pour nous-mêmes, pour les générations futures. Je te demande de bénir notre ville, Seigneur, et tous ceux qui vivent ici à Lyon et dans le monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer par le traditionnel CV de notre invité, M. Grégory Doucet, Monsieur le maire, cher invité, cher Grégory. Vous êtes né à Paris le 22 août 1973, d'un père cadre dans l'industrie pétrolière, je crois, et d'une mère secrétaire dans le milieu bancaire. Vous avez grandi en région parisienne, aux Ulysses, en Essonne. Et puis, vous avez commencé vos études à l'École supérieure de commerce, l'ESC de Rouen. En 1996, vous allez faire un petit tour aux États-Unis, m'a-t-on dit, pour préparer quelques unités de MBA à l'université de Whitewater, dans le Wisconsin. Très tôt, déjà, vous vous engagez dans des actions humaines et humanitaires, puisque dès 1997, vous aviez alors seulement 24 ans, vous occupez déjà le siège de président de l'association Génépi, qui, je ne pense pas, n'a pas de lien avec la boisson du même nom, du moins j'espère, Pas du tout. Mais qui est un groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. C'est donc l'association Génépi. Ensuite, vous allez dédier 18 ans de votre carrière également à la solidarité internationale et à l'action humanitaire, puisque dès 1998, à 25 ans, vous vous engagez à l'ADI, Association pour le droit et à l'initiative économique. Vous aidez les gens du voyage et vous allez intervenir pour faciliter l'accès au crédit des personnes en difficulté, notamment pour une mission au Kosovo. 2002, vous rejoignez Interaide, vous serez en poste à Uplift, c'est comme ça que ça se prononce, Uplift, Philippines, et vous allez rester presque 4 ans dans le cadre d'un programme dédié à la microfinance et à l'insertion professionnelle là aussi. De 2006 à 2007, vous revenez en France, dans l'Essonne. Vous allez être conseiller emploi-formation à la mission locale Sud-Essonne. 2007 à 2009, vous repartez loin, puisque vous partez au Népal, à Katmandou précisément, pour l'ONG Enfants et Développement, où vous suivez et gérez la construction d'un foyer pour anciens enfants des rues, je crois. 2009, vous rejoignez l'ONG Handicap International en tant que référent technique, insertion professionnelle, puis directeur des opérations Afrique de l'Ouest. Vous êtes également vice-président de l'ONG Planète Enfants et Développement, ça on l'a vu tout à l'heure, pour la protection et l'épanouissement des enfants les plus vulnérables. Donc après l'Essonne, Rouen, les États-Unis, les Philippines et le Népal, vous voilà à Lyon. Absolument. Enfin, vous êtes militant au sein d'Europe Écologie Les Verts depuis plus de 10 ans, quand vous devenez secrétaire du parti en 2017. Vous avez co-organisé notamment la marche pour le climat à Lyon et vous occupez ensuite la 27e place sur la liste des élections européennes en menant la campagne pour la circonscription lyonnaise. Porté par le succès des écologistes, vous lancez en avril 2019 un appel à réunir tous les écologistes de Lyon pour changer Lyon en 2020.
Vous gagnez la primaire en septembre au sein de votre parti pour conduire la liste Maintenant Lyon lors de la campagne municipale de Lyon en 2020. Vous étiez alors inconnu du grand public, mais vous créez littéralement la surprise en recueillant 28% des voix dès le premier tour, 12 arrondissements cumulés, et vous scellez une alliance entre les deux tours avec les deux forces de gauche. C'est comme ça que vous arrivez le 4 juillet 2020 à rafler 52,4% des suffrages et devenez maire de Lyon à seulement 47 ans. Le 8 décembre 2020, vous commenciez à peine votre mandat. Vous renoncez à participer au traditionnel vœu des échevins, qui existe depuis 1642 notamment, et vous rompez ainsi avec une tradition très ancienne, puisque la municipalité participe à cet événement, je crois, depuis 1915. Mais, si vous voulez, oui. Mais vous déclarez à ce sujet, dans mon interprétation des règles de la laïcité, je laisse les croyants réaliser cette cérémonie. Et d'ailleurs, vous prononcez un discours à l'issue de la cérémonie des filles. Enfin et surtout, vous êtes papa de 3 enfants, 3 garçons, je crois, et vous êtes paxé avec Stéphanie, mais vous souhaitez rester très discret sur votre vie personnelle, on peut le comprendre, et vous déclarez « L'idée, c'est de protéger tout ce petit monde. » Et mon petit doigt m'a dit que vous gérez votre emploi du temps en fonction de celui de vos 3 enfants. Est-ce vrai? En partie, c'est vrai, parce que je fais en sorte de continuer à emmener mon plus jeune fils à l'école, d'aller chercher la garderie du soir, voilà, régulièrement, pour conserver un contact. Je sais que pour lui, c'est important aussi. Et pour vous aussi. Voilà. Ce matin, par exemple, ce n'est pas moi qui le conduis à l'école, donc ça, il en était un petit peu peiné, je dois vous dire. Bon, nous assumons, nous assumons. Merci. Merci à vous pour ce condensé. C'est toujours un petit peu étrange de voir que sa vie peut être résumée comme ça, mais voilà. Vous avez difficile. Le parcours était très dense et très intéressant. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous venez de la société civile, Grégory. Vous n'êtes pas dans la politique depuis la nuit des temps. Vous avez une vie professionnelle diverse, vous avez voyagé, notamment pour Handicap International en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai une première question que je voudrais vous poser sur votre parcours. Quels sont les premiers enseignements? Ça fait maintenant quelques mois que vous êtes le premier magistrat de notre cité lyonnaise. Quels sont les premiers enseignements pour vous sur cette cité que vous découvrez avec un œil nouveau vraisemblablement? Je la découvre quand même pas totalement, puisque Armel l'a dit tout à l'heure, je suis lyonnais depuis 2009, donc j'ai une pratique, j'ai une relation à la ville de citoyen voilà, qui a accès aux services publics, qui profite de la ville, de ses équipements sportifs, culturels, etc. C'est vrai que depuis mon élection, je vois non pas l'envers du décor, mais je vois aussi comment tous les rouages fonctionnent, même si je n'ai pas la prétention encore d'avoir tout bien compris, parce que la ville de Lyon, c'est quand même 8000 agences, c'est des services publics qui maillent le territoire. Je n'ai pu encore visiter, par exemple, qu'un seul de nos 4 EHPAD. Voilà. Or, chacun a ses spécificités. D'ailleurs, c'est important pour moi de prendre le temps régulièrement. On a calé ça avec mon équipe pour que dans mon calendrier hebdomadaire, dans mon planning hebdomadaire, il y ait des temps de rencontre avec les agents. Parce que les services publics dont on bénéficie tous, dont vous bénéficiez, ils sont faits par des gens. Ça, c'est important. Donc, pour moi, comprendre comment les gens travaillent, connaître leurs conditions de travail, savoir dans quel état d'esprit ils sont, surtout en ce moment. Depuis l'hiver 2020, les services publics, les agents de la ville de Lyon sont quand même soumis à des aménagements perpétuels, enfin une exigence d'agilité pour pouvoir maintenir les services publics, à laquelle ils répondent de manière, je peux vous le dire, je ne dis pas ça par flatterie, et en plus je ne sais pas s'il écoute en ce moment, mais avec avec un engagement exactement, avec une volonté véritablement remarquable. Service, bien sûr. Même si ce n'est pas simple, parce que quand vous travaillez dans les écoles élémentaires et que vous devez quasiment semaine après semaine revoir vos façons de travailler, parce que les protocoles sanitaires changent.
c'est pas simple de remettre en question ces pratiques, même si parfois ce ne sont que quelques gestes, il faut reprendre de nouvelles habitudes. En plus, avec une exigence qui est très très forte souvent de la part des usagers, ce qui est normal. Quand vous conduisez votre enfant à l'école le matin, surprise, même si ce n'était pas une surprise en tant que telle, mais ça fait partie des découvertes, c'est d'arriver dans cette fonction et de me rendre compte que la ville, elle a une chance incroyable, c'est qu'elle a un service public et des agents de la fonction publique territoriale qui sont extrêmement engagés. Et pour moi, pour tout vous dire, j'ai une expérience de management, vous en avez parlé, Armel, plus tôt. J'ai une expérience de management où, en plus, j'ai eu à encadrer des équipes qui étaient parfois à plusieurs milliers de kilomètres, donc avec des contraintes pratiques. La visio, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je fais de la visio, Skype, pour pouvoir échanger et manager avec mes collaborateurs. Voilà, le fait d'avoir, comme je vous le disais, depuis maintenant presque un an, pour les agents de la ville, le fait d'avoir eu à changer les pratiques tout le temps, ça a nécessité aussi beaucoup de travail de la part de l'encadrement, de la part des directions de la ville. Moi, je me suis rendu compte que j'ai pu très facilement m'appuyer sur tout cet écosystème, j'ai envie de dire, qui fonctionne très bien et qui s'est montré extrêmement réactif, extrêmement agile dans ce climat de crise sanitaire. Donc, ça, c'était, je dirais, l'une des découvertes qui m'ont permis véritablement de très bien prendre des fonctions. Très bien, très intéressant. Alors justement, là, on s'adresse principalement, on vous remercie d'ailleurs tous, vous êtes plus de 150 dirigeants présents aujourd'hui en visio avec nous, techniquement. Merci beaucoup. Pour le public des dirigeants qui sont présents ici, vous avez découvert la ville, on en reparlera un petit peu plus tard quand on abordera l'encyclique Laudato Si, la dimension sociale, la solidarité, la formation, etc. Sur le monde économique, vous avez passé du temps à rencontrer des chefs d'entreprise, on est bien placé pour le savoir, parce que vous avez rencontré un certain nombre de membres du mouvement des EDC. Quelle était peut-être avant votre appréhension du monde économique à Lyon et aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait changé dans cette compréhension en rencontrant des dirigeants, en visitant des entreprises? Si vous me permettez un petit préambule, Maurice, comme Armel l'a rappelé au début, j'ai fait une école de commerce. On va dire que le fonctionnement d'une entreprise, vous êtes familier. Mes familiers. Voilà. Si j'ai pu aussi facilement passer d'un pays à l'autre et occuper des fonctions assez différentes, c'est aussi parce que mes études initialement m'ont donné cette capacité à comprendre comment une organisation humaine, une entreprise, quand je dis entreprise, ce n'est pas simplement une société, ça peut être aussi une association, une communauté, une entreprise au sens initial, au sens originel du terme, m'a permis de comprendre, parce que dans une entreprise, il y a des gens qui produisent, que ce soit du service ou il y a des gens qui encadrent, il y a des gens qui font la comptabilité, il y a des gens qui font la logistique, etc. Tout ça, j'ai envie de dire, ça m'est relativement familier. Et puis, j'ai découvert au travers de différentes expériences, et notamment dans différents pays, pour le coup, voilà, j'ai vu des modes d'organisation différents. Donc, excusez-moi, selon non, mais c'est important, bien sûr. C'est pour dire. Vous êtes à l'aise avec l'environnement économique. Et parler à un dirigeant d'entreprise, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un plaisir. Je vais poser ma question un peu différemment, parce que ma question est vous découvrez néanmoins que cette ville rayonne aussi de par son poids économique, de par son rayonnement en France, en Europe, à l'international, avec peut-être même des lobbies, des organisations, etc. C'est cette perception en 6 mois qui a peut-être un petit peu évolué entre quelqu'un qui connaît l'entreprise, ça c'est évident par votre parcours, et maintenant avec un rôle d'arbitrage entre le monde social, le monde économique, etc. Et comme les EDC en témoignent, avec un certain nombre de réseaux. De réseaux avec des gens qui interagissent, qui parfois font du business ensemble ou donnent des contacts. Voilà, tout ça, c'est aussi. Tout ça, je dois vous dire, effectivement, je l'ai découvert.
Et si c'était pour moi important il y a quelques mois de rencontrer certains membres justement des EDC, c'était aussi pour comprendre cet écosystème global. Je dis écosystème parce que c'est le terme qui me vient spontanément. On reviendra sur la oui, tout à fait, exactement. Mais oui, il a fallu que je prenne le temps de découvrir, de rencontrer. C'est important quand on prend une fonction, pour moi, de comprendre qui sont les parties prenantes, comment elles interagissent, comment elles se positionnent, ce qu'elles défendent aussi, ce qu'elles cherchent à promouvoir. Quand je dis ça, ça peut être purement sur le plan économique, mais aussi, comme c'est le cas avec les EDC, enfin avec les membres des EDC, voilà, on n'est pas que dans l'économique, même si on est avant tout dans l'économique. Donc oui, il a fallu que je rencontre. Ce dont j'étais persuadé dès l'élection, et même avant, pour tout vous dire, c'est qu'il allait être nécessaire justement de prendre le temps de rencontres individuelles et aussi collectives comme aujourd'hui, mais individuelles, pour rassurer. Alors, pour rassurer à plusieurs égards. D'abord parce qu'il y a beaucoup de représentations sur les écologistes. Et alors, on nous a... Qui seraient ennemis de l'économie Oui, voire qui seraient dictatoriaux dans leur pratique. Voilà. Bon. J'avais à cœur de rétablir. D'apaiser, c'est déjà. Oui, et puis de rétablir la réalité. Et puis, par ailleurs, j'avais aussi besoin de rassurer sur les relations que j'entendais nouer avec les milieux économiques. Au-delà même de la représentation mentale qu'ils pouvaient avoir des écologistes, moi, en tant que personne, comment est-ce que le maire de Lyon, le nouveau maire de Lyon, allait interagir avec les grands groupes, avec les PME lyonnaises ou métropolitaines, et y compris aussi avec les commerçants, les artisans, enfin les petits commerçants, les petits artisans. Voilà. Comment est-ce que nous, au maire de Lyon, allait finalement aussi s'intégrer dans ces réseaux et accepter de travailler avec tout le monde. Travailler ensemble. Donc j'ai rencontré très tôt, en fait, pour tout vous dire, dans toutes les rencontres, on va dire institutionnelles que j'ai pu avoir depuis le 4 juillet, en nombre, ce sont véritablement des entrepreneurs et des entrepreneuses que j'ai pu reçus, que j'ai pu été voir. Parce que, bien sûr, il y a toute la dimension économique, mais je le disais tout à l'heure, c'est tout un tissu social, bien sûr, que j'avais besoin de comprendre, de découvrir, avec lequel il m'importait aussi, pour tout vous dire, d'être dans un dialogue qui me permettait de juger des intentions. Je suis porteur en tant que maire de Lyon, je dois m'assurer que les services publics fonctionnent, mais je suis aussi porteur d'un programme politique de transformation, de transition écologique. Cette transition écologique, je ne vais pas la faire tout seul dans mon coin, du haut du hôtel de ville. Ce n'est pas comme ça que ça peut se faire. Parce que la transition écologique, c'est une transformation qui est globale. Et qui est, on en parlera quand on parlera de l'encyclique du pape assurément, et qui nécesse de mobiliser, voilà, c'est ce que disait François, tous les hommes de bonne volonté. Toutes femmes et tous les hommes de bonne volonté. Bien sûr. Je me permets d'ajouter. Et donc, de ce fait, j'ai besoin d'aller juger de, je dirais, l'intérêt, l'enthousiasme, la capacité aussi des uns des autres, des unes et des autres, à s'engager pour la transition écologique. Moi, ce que j'ai découvert en arrivant, c'est qu'il y a certains secteurs, certains acteurs ou actrices qui sont hésitants, qui attendent que la vague les pousse. Voilà. Et il y en a plein d'autres qui sont extrêmement engagés. Pour tout vous dire, je trouve que ça m'a beaucoup renvoyé à ce... Enfin, on parle parfois du modèle de l'entrepreneur français. Voilà. Quelqu'un, je ne dis pas ça par flatterie, mais quelqu'un d'audacieux, qui invente, agile,
voilà, qui a une idée, qui investit dessus et qui y croit. Voilà. Moi, cette image-là, ce modèle-là même, je trouve qu'on a la chance à Lyon d'en avoir beaucoup. Et d'en avoir beaucoup qui ont compris que le monde il était dans l'état dans lequel il était actuellement, avec un dérèglement climatique qui est déjà à l'œuvre et qui ne va pas s'arrêter là demain, malgré les efforts qu'on peut faire et qu'on doit faire. Et donc, ce dérèglement climatique, il faut en tenir compte. Tout comme il faut tenir compte de l'effondrement de la biodiversité, qui représente une menace gigantesque pour notre survie sur cette planète. Et voilà, j'ai beaucoup entendu aussi des entrepreneuses et des entrepreneurs qui avaient compris ça. Beaucoup avaient engagé leur entreprise dans un mouvement de transformation. Certaines ou certains ne savent pas encore comment le faire, ont envie de le faire, mais n'ont pas trouvé les clés. Et bien évidemment, je suggérais tout à l'heure aussi, certains voilà, attendent que le train soit vraiment lancé pour monter dedans, ce qui me semble être une erreur. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que chaque minute compte et qu'on doit déjà être dans l'action. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Et juste pour terminer, si vous me le permettez, ce qui me semble important en tant que maire, moi, c'est d'abord de faire en sorte que de donner à voir ce mouvement. Parce que beaucoup se sont engagés dans ce mouvement, mais en restant dans leur précaré. C'est de montrer que finalement, on est très nombreux à vouloir faire la transition écologique. Ce qui m'importe aussi, c'est de créer du lien. C'est de faire en sorte qu'il y ait j'ai envie de dire du réseau. Les réseaux existent, mais ils se sont pour certains aussi un petit peu, ils ont tendance un peu à s'enquister, un peu, voilà. Et il faut montrer que tout ça, la transformation, le mouvement de transformation, il va s'opérer dans tous les sens. Et c'est aussi d'apporter des solutions, des réponses, notamment à celles et ceux qui ont envie d'y aller, mais ne savent pas vraiment comment. Et c'est pour ça que les réseaux sont importants. D'accord. Parce que telle entreprise qui a déjà travaillé sur, je vais prendre des exemples concrets, sur la décarbonation de sa logistique, eh bien, peut transmettre du savoir-faire, du réseau tout simplement, enfin le réseau se Ce que je vous propose, Grégory, je vous coupe, je suis désolé, mais le timing est serré, on a tous. Et Armelle avait des questions, justement, on va faire le lien. Justement, oui, vous évoquiez les craintes de certains. Je crois que pour certains ou pour certaines, l'écologie peut apparaître un épouvantail pour le progrès ou la croissance. Comment est-ce que vous voyez cette articulation? Comment est-ce que cette entreprise peut imaginer qu'il ne faut pas qu'elle progresse, il ne faut pas qu'elle crée de l'emploi pour des raisons écologiques? Comment est-ce qu'on mélange tout ça et que ça, vous voyez ça comment? Moi, je crois qu'il n'y a pas de progrès, de prospérité, au contraire, sans écologie. Tout simplement parce que, je vais revenir sur le fond de votre question, mais aujourd'hui, l'état de la planète, de toute façon, nous empêche d'envisager un progrès basé uniquement sur la croissance. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas. Donc, donc, de fait, on doit envisager une prospérité, un progrès. Je n'ai pas peur d'utiliser ces mots, oui, sans avoir à l'idée que c'est la pure croissance, la quête de la croissance qui va nous amener cette prospérité. L'activité économique, on en a besoin. Et juste pour vous rappeler, si on fait un peu d'étymologie, l'économie, c'est quoi? C'est l'administration de la maison. Hein. Oui. C'est ça. Donc, c'est la gestion des ressources. Et on est dans une situation actuellement où on a un problème de ressources sur la planète. On a un problème de ressources d'énergie, de minerais, d'eau. Si on n'est pas conscient de ça, demain, il n'y a tout simplement plus d'économie. Si on a épuisé tous nos minerais disponibles, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas pensé nos secteurs, notre économie, pour qu'elle soit capable de fonctionner différemment, d'être beaucoup plus à considérer, par exemple, que ce que l'on produit comme habituellement de déchets ne deviennent pas des ressources. Alors, si on ne pense pas l'économie dans ce qu'elle a, enfin l'économie circulaire, dans ce qu'elle a de capacité à réutiliser ce qu'elle produit, je disais, de déchets pour recréer de la richesse. Si on pense pas la recherche, il faut développer. Il y a déjà beaucoup de recherches qui se font. Tout à l'heure, je parlais de la figure de l'entrepreneur. Oui, il y a. En fait, ce que je trouve formidable aujourd'hui dans l'époque où on est, c'est que
la pression du dérèglement, de l'effondrement de la biodiversité va nous obliger aussi à trouver de nouvelles formes d'organisation. Nous interroge beaucoup aussi sur le partage des richesses. Et donc la question de l'équité, de la justice sociale, elle est remise sur le devant de la scène du fait de ces deux grands phénomènes, dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et ça, pour moi, ça c'est important. Ça va nous obliger à repenser justement notre façon de faire de l'économie différemment. La croissance, pour revenir sur votre question initiale, la croissance, cette quête perpétuelle de la croissance, sur les dernières décennies, et je pourrais même faire un peu plus d'histoire, bien sûr, elle a contribué à augmenter la richesse, mais elle a aussi contribué encore plus considérablement à accroître les inégalités. Vous avez fait référence à mon parcours précédemment. L'une des images qui m'a le plus marqué dans mon existence, des images, parce que j'en ai vécu souvent à cette époque-là, quand je travaillais aux Philippines, je travaillais sur les habitants des bidonvilles, auprès d'habitants des bidonvilles. Je travaillais notamment dans un quartier qui s'appelle Tondo, qui est un Mali, où les gens vivent sur une montagne d'ordures. Et ces ordures sont essentiellement constituées de nos déchets, de plastique. Ce qui était incroyable, c'est que même dans cet enfer sur Terre, parce que vivre sur une montagne d'ordures en décomposition, ça ressemble à l'enfer sur Terre, je peux vous le dire. Les odeurs, les milliards de mouches de partout, et pourtant, vous rentrez à l'intérieur des maisons, globalement, c'était propre. Les gens arrivaient à conserver une dignité. Enfin, moi, je trouvais ça, j'étais toujours stupéfait, je trouvais ça incroyable que les gens conservent cette dignité au milieu de cette misère. Mais j'en ai gardé un certain nombre d'images, je trouve, qui m'ont renforcé dans ma volonté d'allier écologie, question environnementale et question sociale, si vous voulez. Pour moi, la question des inégalités, aujourd'hui, elle est au cœur des questions environnementales. Et l'écologie, pour moi, c'est d'ailleurs tout ça. Bon, je déborde un peu du champ de l'économie, mais c'est important pour moi, c'est important d'avoir cette lecture globale. La quête effrénée de la croissance crée aussi beaucoup d'inégalités, qui, même si les gens, je vous le disais, arrivent à rester pour une partie d'entre eux dans la dignité, est insupportable. Et au quotidien, pour les Lyonnais, parce que beaucoup de Lyonnais nous écoutent aujourd'hui, sur le plan de la circulation, sur la vie au quotidien des Lyonnais, vous voyez ça comment sur la durée? Ça va être très rapide? Vous voulez changer le plan de circulation sur quel… Alors, sur les aménagements urbains et sur les questions de mobilité, oui, on va avancer de manière assez rapide. Mais vous savez, en fait, les responsables politiques ont souvent un temps de retard, en fait. Pour tout vous dire, en arrivant à la tête de la ville de Lyon, pour beaucoup, je vais changer, je vais accélérer des choses, mais on va surtout essayer de rattraper les attentes de beaucoup de Lyonnaises et de beaucoup de Lyonnais. Si vous regardez sur les dernières années, et en particulier sur la dernière année, la croissance de la pratique du vélo dans la ville, c'est considérable, c'est une croissance à deux chiffres. Moi qui suis cycliste tous les jours, je peux vous dire que je me retrouve dans des embouteillages de cyclistes si jamais je suis aux heures de pointe. Alors, ça peut peut-être faire sourire ceux qui sont dans leur voiture, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, on a besoin, en fait, d'un réseau express vélo dans cette ville pour qu'on puisse se déplacer effectivement à deux roues, en vélo, en sécurité, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prennent pas leur vélo par crainte, simplement, d'être renversés, parfois même par un vélo. Oui, ça peut arriver. Justement, les pistes étant étroites à certains endroits, c'est compliqué de doubler. Voilà. Donc, on a besoin aujourd'hui de ces infrastructures. C'est une demande de la part des habitants. Tout comme on a des demandes d'un meilleur maillage de transport en commun. On est plutôt, je dirais, même s'il y a encore des efforts à faire, plutôt bien équipé dans le centre-ville, dans l'hypercentre même. Après, vous avez dans les périphéries ou des quartiers qui sont encore un petit peu isolés. Donc, on a besoin de quartiers. Et puis,
à l'échelle de la métropole aussi. Voilà. Parce que quand on pense mobilité, on ne peut pas simplement penser à l'échelle d'un arrondissement ou même d'une ville, aussi grande soit-elle. Et un retour au vert, si j'ai bien compris, suite au confinement, il y a quand même un mouvement vers. Et il y a une aspiration aussi. Vous savez, je ne suis, je vous dis ça en toute humilité, je ne suis que la représentation de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette aspiration, ces attentes de la population. On est dans un système de démocratie représentative. Si je suis élu, c'est parce que les gens ont voulu que je le sois. J'ai présenté un programme, mais c'est bien parce que les gens ont souhaité que je suis là. Et effectivement, les habitants de cette ville souhaitent plus de place pour la nature dans la ville, souhaitent des mobilités plus douces, souhaitent de pouvoir se déplacer plus facilement à pied. Je prends juste un exemple. Parmi les mesures que nous avons prises et déployées depuis notre élection, il y a la piétonisation des abords des écoles. Mais beaucoup de parents nous ont dit on est très contents, plus serein. On est beaucoup plus serein. On lâche la main de notre enfant à 50 mètres, on n'est pas obligé de l'amener juste devant la porte, et puis voilà, et puis ça se retrouve entre copains, entre copines, et il y a une espèce de gaieté qui se retrouve dans la ville, dans la qualité de vie. Quand je parlais pendant toute la campagne électorale, et je continue à en parler, de faire de Lyon la ville des enfants, c'est aussi pour que cette image-là, elle se diffuse. C'est que nos enfants puissent se déplacer dans la ville en toute sécurité, C'est un point le bonheur de découvrir. C'est un point intéressant que vous évoquiez. Alors, je vais juste en profiter pour tous ceux qui connaissent dans l'article de la Croix de décembre. Vous avez évoqué effectivement cette volonté de prendre en compte la vie des enfants dans notre cité. C'est bien normal. Et on voit bien qu'il y a votre volonté de votre part de tout lier finalement. Ce n'est pas opposer le monde économique au monde social, à l'option préférentielle pour les pauvres. Tout ça va ensemble avec les agents qui sont bras armés quelque part pour faire vivre une politique. Moi, je voudrais revenir sur la Laudato Si, puisque vous êtes un lecteur attentif de cette encyclique et ça nous a tous touchés. Et notamment, une chose, il y a le chapitre de l'écologie intégrale, qui, je pense, pour un écologiste, mais pour n'importe qui d'entre nous, parle sur la dignité des pauvres, le lien entre l'environnement, l'économie, le social. C'est cette idée que tout est lié. Vous avez dit une chose dans l'article de la Croix qui m'a un petit peu frappé, quand vous dites que ce n'est pas la somme des actions individuelles qui va changer la situation. J'aimerais que vous reveniez dessus, parce que je trouvais que c'était un petit peu en opposition justement avec cette idée que tout soit lié, tout doit être lié. Je crois qu'on va même convaincu, parce qu'on a eu la chance d'échanger, on est tous. Alors pourquoi la somme des actions individuelles ne changera pas la situation? C'est-à-dire que ça serait le monde politique qui pourrait changer la situation? Non. Merci de me donner l'occasion peut-être d'expliciter mon propos. C'était plutôt une référence dans mon esprit au premier penseur du capitalisme qui défendait l'idée que la somme des intérêts particuliers devait conduire à l'intérêt collectif. Et que il peut y avoir effectivement des actions individuelles qui concourent à transformer la société, mais l'important c'est le sens. L'important c'est la direction qui est prise. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, que la somme des intérêts individuels contribue à l'intérêt collectif, parce que les intérêts peuvent être très divergents et ne pas prendre la même direction. C'est pour ça, d'ailleurs, que, sans dire que le politique peut tout ou doit tout, mais l'une de mes fonctions, c'est de donner une direction, c'est de donner du cadre, c'est de donner un horizon et de donner le sens de cet horizon, pour que des actions individuelles puissent prendre cette direction. Et moi, je n'ai pas vocation demain à diriger votre entreprise ou la vôtre, non. Par contre, on a vocation ensemble à se mettre d'accord sur un sens global. Ce sens, c'est celui de la transition écologique que j'évoquais plus tôt, qui pour moi, alors, transition écologique, ça veut dire beaucoup de choses et ça ne veut rien dire encore parce que, enfin, ça veut rien dire déjà, je devrais dire, parce que le terme a déjà beaucoup été utilisé, donc on a besoin d'expliciter un peu plus. C'est pour ça qu'il m'importait, par exemple, un peu plus tôt, de parler d'inégalité sociale et de rappeler l'importance. L'écologie intégrale. Exactement. Exactement. Vous savez, le terme d'écologie intégrale, effectivement, il nous parle à nous, écologistes, bien sûr. Pas seulement parce qu'il y a le terme écologie, mais l'écologie intégrale, c'est aussi l'expression que Delphine Batho
a choisi pour parler de son programme. Alors, je ne sais pas si c'est François, voilà. Mais en tout cas, il y a dans le mot intégral quelque chose qui va bien à l'écologie, dans le sens où, vous l'avez dit, l'écologie, c'est aussi la science des systèmes vivants. Et donc, le système, voilà, il y a des acteurs, il y a des parties prenantes, et leurs interactions sont essentielles. Tout à l'heure, quand vous m'avez interrogé sur mon arrivée à la ville, les premiers mois, je vous ai dit l'importance d'entrer en relation, de comprendre les parties prenantes. Je ne vais pas vous dire que c'est une lecture ou une pratique que j'ai héritée ou appris de mes pratiques de militants et écologistes. Non, c'est pas vraiment, ça serait vous mentir. Mais comprendre comment fonctionne un écosystème, c'est essentiel pour pouvoir d'abord agir dessus et trouver sa propre place. Et non pas de manière top-down, mais d'une manière down-up, et en tous les cas, de s'inspirer de tout ce que vous pouvez entendre. Et je ne suis pas là, moi en tant que politique, j'insiste là-dessus, je ne suis pas là pour penser à votre place, faire à votre place. Je dirais même, parce que je vois que c'est vous êtes un libéral. Je ne suis pas là pour faire le bien à la place des gens. Je vois que c'est une question. Oui, c'est une question qui a été posée, donc je profite pour l'attraper. D'abord parce que ma pratique de travailleur social, parce que je considère avoir été travailleur social dans mes différentes expériences, depuis très longtemps fait comprendre qu'on ne fait pas le bien à la place des gens. Par contre, on peut les accompagner. Vous savez, je vais vous prendre un exemple concret, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec les sans-abri qui se trouvaient rue de la République, devant le cinéma, ou un peu plus loin, place de la République. Certains nous ont dit « ouais, c'est pas possible, ils sont là, vous devez les sortir, etc. » Mais non, on n'a pas fait intervenir les forces de l'ordre pour déloger des sans-abri pour en faire quoi? Pour aller les mettre 500 mètres plus loin? Non. On a pris le temps et on a mobilisé des associations, certaines qui faisaient déjà des maraudes dans le quartier, pour faire de l'accompagnement, pour aller à la rencontre et écouter ce que ces personnes, qui sont avant tout des sans-abri, souhaitaient, quel était leur parcours de vie, comment est-ce qu'on pouvait leur apporter une réponse pour qu'ils puissent effectivement avoir un hébergement. Exactement. Vous avez prononcé le mot. Dignité humaine. Le respect de la dignité et ne pas considérer qu'une personne, parce qu'elle peut être à un endroit où on ne l'attendrait pas à un moment donné, finalement, la réaction qu'on doit avoir, c'est de la mouiller, c'est de la jeter. Non. Et la solution qu'on a trouvée, notamment pour les personnes qui étaient dans les tentes devant le cinéma Pathé, qui est d'installer des caravanes sur un terrain pour que les gens puissent y aller avec leurs animaux, parce que pour eux, le fait de conserver leurs animaux avec eux, ça faisait partie justement de leur dignité. Et ça, c'était important de le respecter. Alors, ils ne vont pas rester dans ces caravanes, les vitam aeternam, mais parce que ce sont des gens qui sont aussi en mouvement, en errance pour certains. On va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent, j'ai envie de dire, se stabiliser, ou en tout cas construire leur vie, en leur permettant d'avoir accès à certaines opportunités. On y arrivera pas, ça prendra 6 mois, ça prendra plusieurs années, mais vous-même, vous ne vous êtes pas fait en un jour, n'est-ce pas? Et puis, l'option préférentielle pour les pauvres, qui est très présente dans le chapitre de l'écologie intégrale, nous parle à tous. Et d'ailleurs, le monde économique lyonnais, je pense globalement le monde économique des grandes villes françaises, Alain Mérieux et Claude des sans-abri, toutes les initiatives qui sont prises par les uns et les autres prouvent que le monde économique est complètement intégré dans cette dynamique sociale en ayant la préoccupation du plus fragile, du plus pauvre. Donc là-dessus, je pense que le pont, il est évident. Et en prenant le temps d'écouter les situations individuelles, parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire justement des solutions qui conviennent aux personnes et qui sont durables. Donc le temps d'écoute est important. Et ce n'est pas forcément le temps, je me permets cette petite remarque, ce n'est pas forcément le temps de l'actualité, ce n'est pas forcément non plus l'habitude des milieux politiques qui sont souvent à la recherche de la solution comme ça, toute faite immédiate. Quand on parle des gens, on doit aussi prendre le temps de les rencontrer. Juste un point là-dessus, puis on va passer aux questions, parce qu'elles sont nombreuses, et on va finir
un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour l'interview avec nos partenaires de RCF. Je voulais revenir justement sur cette notion importante, je crois, et peut-être en 1 minute que vous puissiez réagir dessus, vraiment 1 minute. On est d'accord, il faut des entreprises en bonne santé pour dégager une bonne croissance qui ait du sens, qui soit respectueuse de l'environnement, mais il faut des entreprises en bonne santé parce qu'elles investissent justement dans ce lien social. Si les associations que vous citez souvent, Notre-Dame des Sans-Abri, l'initiative d'Alain Mérieux avec l'entreprise des possibles, pardonnez-moi, ce sont des dirigeants et des citoyens qui donnent de l'argent. Il faut bien créer de la valeur. Et puis, pour créer des emplois, il faut développer son entreprise. Donc, tout ça est lié, une fois encore. Vous avez insidieusement glissé le mot croissance. Donc, je ne vais pas revenir sur la discussion qu'on a eue plus tôt, mais il peut y avoir de l'activité économique, il peut y avoir développement de l'activité économique, sans pour autant qu'on soit dans une quête perpétuelle de la croissance. Bien sûr qu'il faut de la circulation, bien sûr qu'il faut on doit créer de la richesse. Ce qui m'importe, c'est que cette richesse, elle puisse aussi circuler sur un territoire, rester autant que possible sur un territoire. Je ne réponds pas exactement à votre question en disant ça, mais je vous donne quand même une grille de lecture. Parce que si votre question, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'activité économique et des entreprises dynamiques, bien sûr. Mais je veux dire, la réponse est contenue dans votre question, si vous voulez. Je ne vais pas vous dire demain, messieurs, dames, arrêtez de travailler. Non, ce n'est pas du tout le propos, bien évidemment. La question n'est pas, encore une fois, de la croissance. La question, c'est quelle activité économique? On a des activités économiques qui créent beaucoup de croissance, mais qui créent aussi beaucoup d'inégalités et qui détruisent le monde. C'est vrai. Voilà. Est-ce que du coup, quel regard on doit porter sur ces activités économiques? Ce qui est très intéressant en tous les cas, et on va devoir passer aux questions, c'est que vous faites confiance en l'humain. Donc vous faites confiance globalement aux dirigeants d'entreprise pour justement prendre des décisions, même si vous l'accompagnez par une politique publique, une posture politique aussi, ou en tous les cas des convictions politiques, pardon. Mais vous faites confiance fondamentalement aux dirigeants pour chercher le sens dans un souci de lien économique, environnemental, social. Le monde, nos sociétés sont d'abord faites par des êtres humains. Et donc, si on veut qu'elles soient vertueuses, si on veut qu'elles soient égalitaires, nos sociétés, on doit bien s'appuyer sur celles et ceux qui les constituent. Donc oui, il faut bien évidemment croire en l'humain, pas aveuglément, et l'important, et on le voit tous, la question du sens est fondamentale. Je me souviens, lors de la première rencontre que j'ai eue avec des membres de DC, une partie de notre discussion a été apportée sur quelle est votre définition du succès, de la réussite. Quel est le sens, derrière ça, c'est quel est le sens de votre action en tant qu'entrepreneur. On a eu une discussion passionnante sur le sujet. Trop courte, mais passionnante. Parce que, in fine, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la somme des intérêts individuels ne constitue pas ou ne contribue pas à l'intérêt général. Parce que, voilà, si on tire dans des directions opposées, on ne va pas forcément, on ne va pas aller dans la même direction. Très bien. Et on est d'accord qu'une entreprise a besoin de croissance pour créer des emplois. Une entreprise a besoin d'activité pour créer. Pas n'importe quelle croissance. Non, mais vous n'arriverez pas à me faire dire et à vous dire que la croissance, il faut qu'elle soit verte ou je ne sais quoi. Non. Vous savez, la croissance, quand on vous parlez de la croissance, vous parlez de la croissance de quoi? Du développement de l'entreprise. Non, vous parlez de la croissance du PIB. Parce que quand on... Ah non, non. Ah, oui, non. Entreprise, moi je suis dirigeant, nous sommes dirigeants, on veut développer notre entreprise, on se lève le matin pour la développer. Oui. Peut-être qu'il y a des gens de la finance qui font pour gagner de l'argent. Développer notre entreprise. Je crois qu'il serait intéressant, Boris, de lancer justement la discussion entre nous sur quelle est votre définition du succès et de la réussite. Ah, mais pour être adhérent MEDEF EDC, c'est le sujet des dirigeants de tous les jours. Exactement. Le sens, la mission, exactement. Qu'on soit de plus en plus sur la mission. Quand on parle de croissance, faut redire une chose. Quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB, parce que c'est ça la mesure, oui, c'est ça l'indicateur. Et oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Robert Kennedy disait avant d'être assassiné, c'est que la croissance mesure tout sauf ce qui est important pour nous. Donc la croissance, donc le PIB, on devrait l'oublier. On peut avoir ses limites. Très bien.
Tu avais une question? Oui, nous Armelle? en arrivons à la traditionnelle question des matinales. Tous nos invités répondent, en tous les cas, se prêtent à cette question. Grégory, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Je vais essayer de répondre sans… Question difficile. Oui, oui, question difficile, mais je vais essayer de répondre sans vous répondre. Mais la spiritualité a une place importante. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie pour ce temps de recentrement au début de notre session ici. Voilà. C'est une pratique que j'ai régulièrement aussi, et voilà, de revenir en soi-même et de prendre le temps aussi je dirais, de se sentir au monde. Pour moi, ça, c'est fondamental. Alors, j'ai, on va dire, une spiritualité personnelle qui est aussi liée à mon parcours. Oui. Voilà, je crois que c'est une chance. J'ai eu l'opportunité d'être exposé à d'autres formes de spiritualité, et notamment, comme j'ai vécu un certain nombre d'années en Asie. Oui, ça m'a donné à voir d'autres formes de relation à la spiritualité. J'en ai capté à la fois des pratiques et même un regard sur le monde. Donc voilà, je vous répondrai sans beauté en touche en disant la spiritualité a une place importante dans mon existence. Et vous trouvez le temps chaque jour de vous accorder le temps, c'est ça le plus difficile? Du temps pour vous? Pas toujours, la discipline que ça impose vient parfois en confrontation avec la longueur de mon agenda de la journée. Pas de place pour les enfants, pas de place pour vous? Oui, et vous l'avez compris, il est aussi important pour moi de continuer à avoir effectivement une place. Ce qui, je crois, enfin pour mes enfants, et ce qui, je crois, aussi contribue à une certaine forme, nourrit une certaine forme de spiritualité. Hier, mon fils, qui est en troisième, m'a raconté pendant près de 45 minutes toute la semaine de stage passée pour son stage de troisième. Voilà, et pour lui, c'était important. Pour moi, c'était aussi important d'avoir ce moment de partage, au-delà de l'intérêt que ça avait pour moi de savoir ce qu'il avait fait. Mais voilà, c'est aussi des moments où il se passe autre chose que simplement une discussion. Voilà. C'est l'échange, c'est l'humain. C'est l'échange, et il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, je trouve, de la spiritualité aussi, de la profondeur. Ça m'attend. Très bien. Avant de passer aux questions qui sont nombreuses, je voudrais juste rebondir sur une dernière chose. Vous avez cité Pascal dans votre interview. Je crois que vous disiez qu'il fallait monter dans le train. Je voulais vous dire que Pascal avait dit aussi que croire, c'est raisonnable. Il s'adressait aux cartésiens qui sont les Français. Alors les questions, on en a de nombreuses. Il y en a une première que je voudrais vous poser. C'est pas la plus simple, mais au moins elle est très intéressante. Est-ce que vous allez imposer la publication d'un bilan de toutes les entreprises, les zones commerciales, les immeubles, y compris au service de la ville, les bus, les camions, etc. Imposer, peut-être pas le bon terme. Est-ce qu'on va aller vers là? Pour le coup, c'est me donner des prérogatives que je n'ai pas. Je ne sais pas si le bilan carbone est la meilleure mesure, le meilleur indicateur, mais je crois à la nécessité de pouvoir se diagnostiquer, savoir où on en est. Pour une entreprise, c'est essentiel. Quand vous regardez régulièrement, alors je ne sais pas quelle est votre activité, Boris, mais vous regardez votre chiffre d'affaires, vous regardez votre marge nette, vous regardez votre bien-être des équipes. Le bien-être des équipes, je suis ravi. Sans bien-être des équipes, il n'y a pas de croissance. On fait de la météo d'équipe dans certaines organisations et c'est très bien. Le bilan comptable, voilà, vous regardez vos actifs, votre passif. Donc, vous avez besoin d'éléments, d'indicateurs pour piloter votre activité. Un bilan carbone, c'en est un. Est-ce que vous avez en tête de l'imposer ou pas? Encore une fois, je vous dis imposer, ça ne fait pas partie de mes prérogatives, mais une de mes références sont les objectifs de développement durable, les ODD. 17 ODD qui couvrent des sujets assez différents, et notamment pour pouvoir piloter à l'aide de ces ODD, on a besoin d'indicateurs. Un bilan carbone, ça peut en être un. Très bien. Mais quand vous me parliez je présentais sur la météo d'équipe, mais oui, c'est important. Savoir comment vont ses collaborateurs et ses collaboratrices, c'est essentiel.
Très bien. Armelle, une question parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors, je crois qu'il y a une question qui nous a été posée. Qu'attendez-vous des EDC dans la mise en place de solutions, justement, avec ces indicateurs au quotidien? Comment les EDC peuvent agir? Déjà, vous êtes en train de le faire. J'espère. En donnant la parole au maire de Lyon écologiste, vous êtes en train un petit peu, je l'espère, de contribuer à cette transition. Je crois qu'à travers des sujets que vous pouvez mettre en débat, sur lesquels vous pouvez, j'imagine, aussi faire intervenir des gens aujourd'hui qui pensent l'économie dans le cadre de la transition écologique. Pour vous donner un exemple, moi j'ai eu la semaine dernière un échange passionnant avec Gaël Giraud, vous devez connaître, et qui a une lecture du fonctionnement de l'économie monde, des flux financiers, et de comment aujourd'hui, comment on a fait en sorte que la macroéconomie nous mène dans le mur, et comment est-ce qu'on peut réorienter. Bon, je ne peux que vous inviter aussi à accueillir Gaël Giraud. Ah, fait partie des... Et vous annoncez notre programme. C'est formidable. Mais voilà, pour moi, Gaël Giraud fait partie aujourd'hui des penseurs, je dirais même des chercheurs, à la fois effectivement très inspirants, mais surtout extrêmement rigoureux. Moi, j'apprécie beaucoup Gaël Giraud parce que je trouve qu'il a, au-delà de la pédagogie dont il est capable, il est aussi extrêmement rigoureux dans ses analyses et dans ses propositions. Et on a besoin de ça. C'est-à-dire que pour beaucoup, l'écologie, c'est porté par une bande de hippies alternatifs qui ne veulent manger que des graines en vivant dans la nature. Non, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, on parlait d'écosystème tout à l'heure, de la science des écosystèmes, c'est aussi faire en sorte que chacun ait sa place, la trouve, mais dans le respect du bien commun. C'est d'abord ça le cadre général. Et oui, pour ça, on a besoin, mais là je ne vais pas vous rebalayer la Laudato Si, de toute façon on n'a pas eu le temps, mais on a besoin d'un contact avec la nature, on a besoin de retrouver le sens de ce que l'on est profondément. Tout à fait. Une petite question, le Lyon-Turin est un sujet qui nous intéresse tous, qui pour le coup est complexe fondamentalement, parce qu'on va toujours dans les caricatures et la facilité quand on parle du Lyon-Turin, mais il semble quand même, on va dire, pour le coup, si on réfléchit bien commun, ça semble être rationnellement moins de camions, moins polluant, etc. Et vous avez pris des positions plutôt différentes, parce que j'aimerais que vous exprimiez sur le sujet. Alors, très court, en 1 minute, 1 minute 30, parce qu'après, malheureusement... Sur un sujet complexe, me demander de faire court, c'est pas ça. C'est le talent de l'homme politique. Très bien. Oui, mais moi, j'essaye de renouveler aussi un certain nombre de pratiques politiques en refusant de tomber toujours dans les petites phrases. Pas dans la facilité, dans les petites phrases, mais le Lyon-Turin, en bref. Aujourd'hui, on nous présente le Lyon-Turin comme une solution pour transporter notamment du fret, le fret ferroviaire. Mais si vous regardez aujourd'hui en France la politique pour le fret, elle est je dirais pas inexistante. Le mieux, elle est bien. Mais c'est le parent pauvre. Oui, mais pour pouvoir faire du fret partout en France, est-ce qu'il faut commencer par investir, et c'est une somme considérable qu'il faut investir, dans une infrastructure qui relie la France à l'Italie. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait investir, même moins d'argent, mais il faudrait investir massivement dans un terminal à envergure pour qu'on puisse véritablement prendre des conteneurs et les mettre sur des trains. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'infrastructure au niveau national pour développer le fret. Donc, est-ce que c'est cette infrastructure-là qui va nous permettre? Moi, je ne le crois pas. Et je préfère la méthode suisse, par ailleurs, sur la question des tunnels. Les Suisses, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une infrastructure jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus répondre aux besoins. On a un tunnel qui existe déjà, mais aujourd'hui, il est loin d'être utilisé au maximum de ses capacités. Et on pourrait réinvestir sur le tunnel pour qu'il fonctionne mieux. Mais on préfère créer une autre infrastructure. Ça, c'est une habitude un peu franco-française. Italienne et européenne. Ouais. Mais allez interroger les Italiens, autant côté français, une bonne partie des. peut-être. Oui, mais les maires sont plutôt favorables. Côté italien, je peux vous dire que depuis que je me suis exprimé
en défaveur du Lyon-Turin, j'ai reçu des messages de sympathie et de soutien de la part de plusieurs maires italiens, y compris d'ailleurs de la maire de Turin elle-même, hein, disant mais en fait cette infrastructure, on n'en a pas besoin, on a besoin d'investir ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas investir, hein. Je suis en train de vous dire qu'il faut, et pas investir sur le flat, mais il faut mettre l'argent là où il va être efficace. Je crois fondamentalement à la nécessité de penser l'efficacité de l'investissement public. Pour moi, ça c'est fondamental. J'ai demandé à tous mes services de rechercher même l'efficience de la dépense publique. Parfait. Écoutez, un grand merci Grégory. Merci beaucoup. Pour avoir répondu à nos questions. C'était trop court, on aurait dû prendre 2 heures, mais comme je crois que vous partez à votre prochain, voilà, sur la croissance et autres, donc on se redonnera rendez-vous. Je voudrais d'abord remercier nos sponsors sans qui ça ne serait pas possible, et en particulier Caisse d'épargne et Mazars. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier le Père Artus, qui est le recteur de l'Université catholique de Lyon, qui nous accueille aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être présent à nos côtés, et Benoît Froment, co-organisateur avec Armel de ces matinales. Sans oublier, bien sûr, Laetitia à la technique, et bien plus, parce que nos échanges sont nombreux, fournis le soir, le matin, parfois la nuit, pour mettre en place ces matinales. Merci, vous étiez nombreux avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, pour terminer, le calendrier, on vous donne rendez-vous le 9 avril sur le thème donc de la culture avec Esclarmonde, quel joli prénom, Monteil, avec un parcours très intéressant, et on parlera également de la lettre aux artistes du pape Jean-Paul II, qui est très intéressant. Le 25 juin, je crois que c'est le 18 juin, c'est le jour de l'appel, sauf erreur, c'est le 18 juin et non pas le 25 juin, nous accueillerons Monseigneur Olivier de Germay sur le thème de Evangelii Gaudium, autrement dit l'option préférentielle aux pauvres. On pourra échanger sur ce sujet. Merci Xavier Grillon d'ailleurs pour cette idée que tu nous as soumise et qui a été accueillie avec bonheur par Monseigneur Olivier de Germay. Et puis nous aurons une autre matinale, mais la date n'est pas fixée, sur le thème de l'éducation en lien avec l'encyclique Fratelli Tutti. Un grand merci. Et donc, vous allez pouvoir retrouver RCF Lyon pour votre interview. Merci Grégory, merci Armel, merci à tous.